Edwige, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est rien, c'est normal. Écoute, j'aime bien dire qu'à chaque fois j'ai des péripéties, et ben ça continue. Parce qu'à chaque tournage, je t'assure, j'ai toujours des choses qui se passent, mais bon, Dieu est avec moi à chaque fois, parce que finalement, ouais, j'ai toujours une chance incroyable. Donc, en tout cas, merci d'être là. On va parler de toi, de ton livre, D'accord. et puis de tes projets et de tes perspectives, de tout ce que tu as à nous partager. D'accord, très bien. Pas de souci. Bon, bonjour à tous. Merci en tout cas de nous suivre. Cette semaine, donc, je vais rencontrer Edwige Moika, qui est auteure déjà de plusieurs livres, donc 2. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter Au-delà des rêves, ma vie, mon chemin. Je vous avoue que le titre m'a beaucoup intriguée. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de l'accueillir et merci pour vos soutiens, vos likes et vos partages. Et bienvenue encore, Edwige. Merci. Alors, je suis Edwige Moika. Je suis gestionnaire de patrimoine. Je travaille pour Groupama et je suis maman de 5 enfants. Donc, 3 filles et 2 garçons. Waouh! 5 enfants. Moi, j'en ai déjà 2, je souffre. Bravo, déjà. Merci, c'est gentil. Et en plus de ça, j'ai écrit des livres aussi. J'ai sorti mon 2e livre l'année passée. Et puis, il y a des belles choses qui arrivent encore. Je suis aussi d'un autre côté auto-entrepreneur parce que j'ai mon magasin en ligne qui est géré par Amazon. Donc je fais de la vente en ligne. Tout ce qui est, en fait, tout ce que je vois, je vends. Bon, en tout cas, on va y revenir de toute manière sur ton activité. Mais j'ai ma première question. Pourquoi tu as voulu écrire? Déjà, Alors, j'ai voulu écrire. Pourquoi j'ai voulu écrire? Parce que qu'est-ce qui t'a motivé? ce qui m'a motivé, c'est le décès de ma maman Mhm, qui a eu lieu en 2018. mhm, J'avais commencé à écrire sur les papiers, j'écrivais d'accord. des citations, surtout j'écrivais beaucoup de citations. Mhm, Et puis, j'ai commencé par animer un blog qui existe toujours, c'est lu par beaucoup de monde. Et j'écrivais beaucoup d'articles. Ce que je voyais, voilà, je racontais un peu la vie des autres, ma vie aussi. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi ça serait bien si tu sortais un livre et tout? Et moi, j'avais pas confiance en moi. Je me disais que écrire un livre, ça demande beaucoup de temps et puis ça demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que c'était surtout pour les intellectuels. Moi, je voyais ça comme ça. Ben, on est tous intellectuels finalement. Finalement, c'est ça, effectivement. Donc, et après, un jour, je ne sais pas, je dirais que c'est T'as eu un déclic. un déclic, c'est la grâce de Dieu. J'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, je vais écrire. Et quand je me suis dit, je vais écrire, je me suis fixé un objectif, je me suis dit, ça va sortir dans telle date, Mhm, printemps 2024. Je mhm. ne savais pas sur quoi je comptais, mais je savais que voilà, Que t'avais la c'était foi, quoi. exactement. Donc, avec cette foi-là, ça m'a vraiment motivée. Et Mhm. puis, j'ai sorti Au-delà des rêves, ma vie, mon chemin. Ok, bon, on va y revenir de toute manière, c'est le cœur de notre sujet, mais moi j'aime bien cuisiner les gens. Ceux qui regardent maintenant, ils savent. Cuisine-moi, pas de souci. Je suis là pour ça. Mais bien sûr, en toute bienveillance. Je vais commencer par une première question. Donc, tu as plusieurs casquettes. Comment tu as pu, parce que aujourd'hui, avec le temps, les temps qui arrivent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont 5 enfants, qui ont plein d'activités. Comment tu as su lier ta vie de femme, donc maman, et ta vie d'entrepreneur? Parce que en 2000, parce qu'avant j'avais une société. Mhm, En 2007, j'avais déjà une très grande société de service à la personne. Donc mhm, de 2007 à 2017, mhm, voilà, je gérais déjà cette entreprise-là. Et après, bon, au fil des années, ça s'est développé. J'ai fait du nettoyage des bureaux, etc. Donc j'ai vraiment fait un truc multiservice parce qu'au début c'était juste personnes âgées. mhm, Et après, puisque c'était un secteur vraiment porteur à l'époque, voilà, mhm. c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup C'est de vrai, personnes ouais. positionnées sur cette activité-là. Mhm, Donc, c'était vraiment un secteur très porteur. Et, et du coup, j'avais déjà mes enfants, donc j'essayais déjà de, d'allier tout ça, quoi, d'essayer de gérer ma vie de chef d'entreprise et puis mes enfants. mais comment c'est quoi la force? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui
que tu vas inspirer et surtout qui se disent, qui aimeraient avoir beaucoup d'enfants, mais qui savent que elles ont une carrière et qui arrivent pas forcément à lier les deux. Je sais que les gens, en fait, moi je suis chrétienne Mhm. déjà, moi depuis tout le temps, en fait ma famille est chrétienne et moi je crois beaucoup en Dieu. Mhm. Je crois à cette force-là invisible qu'on ne voit pas Mhm. mais qu'on croit, Qui nous porte. qui nous porte aussi, voilà. Donc moi, chaque fois que je parlais à Dieu, je disais bon, faites-moi ce que tu veux et, et je lui demandais aussi la force en fait de pouvoir m'aider parce que j'étais jeune aussi à l'époque, hein. Mhm. Donc c'est ma foi, c'est je vais dire je peux pas dire ma croyance mais Mhm. c'est ma Bah si, parce que tu crois en quelque voilà, chose. c'est ma croyance, on va Ouais. dire ça comme ça. Donc Mhm. je savais que tout est possible à celui qui croit. Bah écoute, j'ai plus qu'à dire amen, parce que c'est vrai que c'est assez fort, celui qui croit. En fait, ça nous porte au quotidien, c'est sûr. Et du coup, tu parlais de ton activité un petit peu en ligne. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu vends, si ça peut intéresser ma communauté et puis peut-être la tienne aussi qui va regarder? Qu'est-ce que tu vends? Alors, je travaille déjà avec Amazon. Mhm. Ça veut dire que j'achète des produits, ça peut être des coques de téléphone. J'ai pas un truc fixe en fait. Ça peut D'accord. être des coques de téléphone par exemple que je vais mettre en ligne et puis Amazon va se charger de distribuer, de faire. D'accord. Donc toi, tu es distributeur en fait sur Amazon. On va dire ça comme ça, oui. D'accord. Mais j'ai mon propre compte aussi. Et pour faire ça, il faut être enregistré Florent Immobilier. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que du coup, aujourd'hui, si à côté de ça, tu as une activité, qu'est-ce qui t'a motivé de pouvoir faire ta boutique en ligne? Parce que l'entrepreneuriat, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je dis tout là. Parce que j'ai commencé par là. Bah oui, ça te rattrape. Ça me rattrape, voilà. C'est ton ADN. Exactement. Donc, aller travailler pour quelqu'un, et c'est bien beau, c'est bien, mais je me retrouve pas là-dedans. Oui, encore une fois, on décrit pas le salariat, mais je pense que chacun son ADN. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais, chacun son ADN. Il y en a qui le sentent et et c'est totalement louable, hein. C'est ok. Et puis il y en a en fait au fond d'eux qui sont que ils ont besoin soit de liberté, soit de liberté financière, soit d'être portés aussi par eux-mêmes. Ils ne supportent pas les règles, les contraintes, tout ça. Mais j'ai envie de dire aussi l'entrepreneuriat, ça va t'imposer de toute manière des règles. Ça va t'imposer aussi de la discipline, c'est sûr. Mais moi, je préfère être vraiment libre, indépendante, et puis gérer mes activités comme tu le souhaites. Voilà, c'est ça. J'aime bien les challenges. Ouais. J'aime bien me challenger. Et puis ça continue. Ça, j'ai commencé depuis très tôt. Hein. Je me rends compte que ça continue. C'est quelque chose qui continue toujours. Parce que qui te poursuit. Ouais. Oui, d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu en off où tu avais envie de structurer tes projets sur une seule ligne. Mais on pourra toujours en reparler, bien évidemment. Et on va rentrer un petit peu dans le livre. Je vais donner mon avis comme je fais tout le temps. C'est toujours le moment surprise. Écoute, moi déjà, je tiens à saluer une première chose, c'est que c'est bien écrit. Ça, c'est toujours important pour moi, parce que je me dis, tu sais, à un moment donné, comme tu dis, on peut être intellectuel. Quand un livre est mal écrit, t'as pas envie de le finir. Je suis désolée, mais je pense que ma communauté, elle me connaît. Je ne lis pas les choses, enfin, je vais pas au bout, quoi. J'essaye, mais mon cerveau, il dit, aïe, aïe, aïe. Pardon, tu sais, t'as les warnings, comme dans ta voiture. Tu recules. Non, tu vas, non. Et comme j'adore lire aussi, et que c'est une passion, du coup, je ne me force pas. Tu vois. D'ailleurs, quand je t'ai envoyé, il était 13h, j'ai fini à 17h, je crois, en 2-3 heures, même pas. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est bien écrit. Deuxième point aussi, c'est que tu évoques tout. En fait, tu évoques plusieurs parcours, plusieurs étapes de la vie. Ça, j'ai bien aimé. En revanche, ce qui m'a manqué, et ça, c'est mon point de vue personnel, ce qui m'a manqué, c'est en fait, tu parles de beaucoup de choses, mais on ne rentre pas dans les détails. Ouais, et du coup, ouais, mais c'est fait exprès, mais du coup, tu vois, on a le sentiment que soit elle a envie de cacher quelque chose, soit elle a envie, après je connais pas tu vas nous l'expliquer, hein, mais soit du coup on se dit mais pourquoi elle est pas allée jusqu'au bout, quoi. Tu vois, c'est comme si on restait. C'est vrai que tu n'es pas la seule personne à me dire. Des gens qui ont lu mon livre, pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout, ouais. Parce que tu le laisses en goût amer, tu vois. Voilà. Quand tu prends ton café, moi j'aime bien le café avec un petit morceau de chocolat. Et là il manquait le chocolat. Ça, effectivement, oui. Tu vois, c'est exactement ça. Et ça j'ai. Après, tu vas nous expliquer, mais c'est vrai que quand tu le reçois, et tu vois, moi je dis toujours, il y a un avant et après. Quand je reçois le livre, je vous connais pas.
et je le lis de façon totalement détachée, un petit peu comme tout le monde. Et par contre, quand j'apprends à vous connaître un petit peu, on échange des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures pour les plus bavards, et ben là, je me dis, mince, mais attends, mais elle a plein de choses à raconter. Et il manque des choses dans ce livre. Et ma première question, c'est par rapport à ça. Est-ce que c'est un choix stratégique? Comment tu as pris le parti, en fait? Comment tu légitimes cette position-là? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était stratégique? Non, c'était voulu. C'était vraiment voulu parce que il faut savoir que quand on écrit pour soi, c'est quand on parle de nous-mêmes, on n'est pas souvent à l'aise, en fait. Il y a toujours un truc. Est-ce que si je dis ça, est-ce que ça va pas nuire? Parce que j'ai des enfants aujourd'hui. Les enfants sont majoritairement majeurs. La plupart, c'est oui. Et est-ce que ça ne doit pas porter préjudice à ces enfants-là? Est-ce que donc on se pose vraiment des questions. Donc c'était en partie voulu. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est j'ai perdu mon mot. Mais bon, c'était quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais tout. Et tout, vraiment tout. J'étais vraiment... comment je vais dire? J'étais vraiment... pas déterminée, mais... Tout passait, quoi. Voilà, tout coulait. Voilà, je disais tout. Et j'avais un papier comme ça. En fait, j'avais un bloc-notes, quoi. Un bloc-notes, voilà. Énorme. Et après, j'ai fait lire ça à ma fille aînée. Elle m'a dit, moi, tu vas pas quand même dire ça, quand même. Moi, tu vas pas dire ça. Donc, ensemble, on a essayé de voir ce qu'il fallait passer et ce qu'il ne fallait pas passer. Déjà, elle m'a trouvée très courageuse de faire tout ça, mais il y avait quand même des points sensibles qu'il fallait éviter. Parce que bon, c'est vrai que je pense à moi, mais j'ai aussi ces enfants-là. Est-ce que comment ils vont, voilà, comment ça va être perçu de notre côté, et surtout de leur côté aussi. Je comprends. Après, je fais volontairement l'avocat du diable. Je me dis, est-ce que c'est pas un paradoxe d'écrire sur sa vie, mais forcément de pas donner de détails? Tu vois ce que je veux dire? Parce que écrire, finalement, c'est aussi se dévoiler. À partir de là, tu deviens un personnage public. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais en même temps, le paradoxe est que tu te dis, mais elle a voulu. C'est comme si, par exemple, tu mets ta vie sur les réseaux sociaux, mais tu caches ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est un paradoxe que je salue parce que c'est aussi un choix qu'il faut porter. Mais en même temps, le jour où tu décides de t'exposer, à un moment donné, même tes enfants, un jour, ils vont y passer, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À travers toi, aujourd'hui, derrière la caméra, on fera un petit coucou à une de tes filles, qui nous suivra, qui nous suit. Mais voilà, exactement. Et du coup, c'est que indirectement, ça va les toucher aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et ma question derrière, c'est, du coup, est-ce que c'est pas un paradoxe? En fait, il faut savoir que quand j'écris, quand je sors mon premier livre, et que je décide même d'écrire, c'est pas pour commercialiser. C'est déjà, voilà, pour moi. C'est une forme de thérapie. Une forme de thérapie, et puis laisser quelque chose à mes enfants. D'accord, je vois. Voilà. Sauf que quand j'ai sorti le livre, et que j'ai posté sur les réseaux, et c'est tout le monde qui voulait acheter, du coup j'ai commercialisé. Donc, c'était un peu inattendu, en fait. C'était un truc, c'était une surprise, en fait. J'ai eu beaucoup de retours, et puis les ventes, surtout ce livre-là, qui s'est beaucoup vendu, quoi. Donc je publie comme ça sur les réseaux, comme ça, et la surprise, j'ai beaucoup de retours, et je me suis dit bon, Amazon direct. Non, mais écoute, après de toute manière, moi je salue toujours le courage et tu vois, et cette audace d'écrire, parce que c'est pas donné à tout le monde, parce que aussi il faut avoir ce courage d'exposer sa vie. Ça, de toute manière, quel qu'il en soit. Je te coupe même pas la parole. C'est qu'il faut savoir que quand tu écris et tu décides de commercialiser un livre, c'est différent que quand moi j'étais à l'aise derrière mon blog. Est-ce que tu te cachais? Donc, non, c'était juste cette petite partie que je voulais préciser. Il faut savoir, voilà, quand tu écris un livre pour commercialiser, c'est vraiment très différent de la surprise que, en fait, quand tu écris et puis ça te surprend, en fait. Les ventes vont te surprendre, les retours aussi. Donc, c'est pas du tout pareil. Oui, après, et quelque part, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la suite logique, parce que même quand tu écris, tu sais, bon, c'est pareil, quand je monte le podcast, c'était avec ma petite caméra, parce que j'avais eu des idées, parce qu'on m'avait filé des idées. Et au final, on est là, 1 an et demi après, et ça va continuer encore, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que quelque part, c'est vrai qu'on se projette pas,
Mais au fond de nous, je suis persuadée qu'il y a quand même le fait rien que d'écrire et de le partager, parce que sinon tu vas regarder dans ton coin, dans des cahiers, tu vois ce que je veux dire, c'est que quelque part, tu sens aussi un petit appel de partager, transmettre des choses. Oui, c'est surtout ça. Après, c'est surtout ça. C'est de transmettre, de partager, de surtout faire passer un message que on a toujours la possibilité de se réinventer malgré ce qui peut nous arriver dans la vie, tout ce qui peut nous arriver dans la vie. On a toujours la possibilité de se réinventer. Et ma prochaine question, parce qu'à un moment donné, tu parles beaucoup de la vie est un combat, tu parles beaucoup en fait, de cette résilience, de cette forme de résilience que tu as. Et ma question là-dedans, c'est quel est le premier message que tu as voulu faire passer? Le premier message, c'est simple. C'est ce que je viens de dire. Malgré les difficultés qu'on rencontre tous les jours dans la vie, ça peut arriver, c'est normal. Mais on a toujours la possibilité de se réinventer. Et toi, elle te vient d'où cette force-là? De Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas, admettons, si je fais l'avocat du diable, pour ceux qui ne croient pas. La foi, c'est-à-dire se dire que on a traversé des choses, soit bon ou pas, et que on peut toujours, il faut avoir cette volonté de vouloir s'en sortir. Moi, je pense que c'est question de volonté. Il faut avoir cette volonté de se dire que bon, c'est arrivé, mais je continue. Cette force c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais quand tu te lèves le matin, c'est toi qui fais ta journée. Tu te dis, ça va mal se passer, je suis pas bien, etc. Ben, ça va mal se passer. Donc, quand tu te lèves le matin, avec cette force-là, d'y croire, etc., crois-moi que même si ça arrive des failles, des trucs, des tracas, etc., tu as toujours cette petite force-là, cette niaque de combattre ta journée positivement. Et puis à un moment donné, tu parles aussi, sans spoiler, mais je suis obligée quand même de revenir sur certains points, tu parles aussi de et ça c'est un point qui m'a beaucoup touchée parce que je m'y suis reconnue. D'ailleurs, c'est un des points où tu détailles un petit peu plus de ta singularité, le fait que tu rentrais pas forcément dans les cases, surtout quand tu passes des entretiens d'embauche, tout ça. Et moi, je m'y suis retrouvée parce que on avait parlé un petit peu en off et je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail de cette phase-là. Comment ça se passe quand tu es diplômé, tu commences à chercher ton travail? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, qu'est-ce qui te permet de te rendre compte que tu as une singularité, que tu ne rentres pas dans ces fameuses cases? Mais ça va dépendre de la personne que je suis en face et ça va dépendre des questions. On voit bien que tu gênes, tu mets mal à l'aise, c'est vrai. Oui, mais justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Tu vois, j'essaie de cuisiner, mais ça... Alors, un exemple, voilà. Donc, j'ai terminé mes études. Ouais. Je suis allée chercher du boulot. Et il y avait 3 personnes en face de moi. Et les questions, ça venait de partout. Voilà. Et la dame qui me posait des questions, et puis à côté, ça me posait des questions. Et comment je veux dire, j'étais à l'époque, je veux dire ça, j'étais brillante. Bah, tu l'es toujours, on a pas brillante, je répondais à tout. Voilà. Donc, et si vraiment, voilà, ça se passait mal et que comment vous arrivez à gérer les émotions et tout, je dis, je parle, etc. Puis la dame à côté, elle me regarde, elle ne dit plus rien. Elle me regarde, elle n'arrêtait pas de me regarder, mais elle secouait la tête. Et à côté, j'avais les 2 autres qui me posaient des questions, ça n'allait plus. Voilà. En fait, comme s'ils cherchaient une faille. Comme s'ils cherchaient à me coincer, en fait. C'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, je suis différente. Oui, donc tu disais, donc à un moment donné, on te pose des questions, et là tu te dis, je suis différente. Mais c'est parce que tu te dis, mes réponses ne rentrent pas dans leur case, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta tête à ce moment-là? En fait, on était sortis carrément du contexte de l'entretien. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, ça creusait un peu autrement ailleurs, etc. Je dis dans ma vie privée. Et là, Plus c'est totalement discriminatoire pour certains cas. Moi, je suis RH, donc je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Je me dis, mais il y a des cas où c'est discriminatoire, quoi. Et je ne te dis pas, j'avais encore mon accent. Bien. Oui, ça aussi, ça m'a marqué. Oh là là, je l'ai vu tout, mais on va y revenir. Mais ça m'a marqué, oui, mais je voudrais déjà revenir sur ce point-là. Et à quel moment tu prends conscience que t'es out of the box? À quel moment? Par rapport à ces entretiens-là, que tu passes.
comme par exemple, cet entretien-là, et après, bon, les 3 vont sortir, et puis, Mais est-ce que tu peux donner un exemple d'une question si tu t'en souviens? Parce que je pense qu'en fait, ça va parler à quelqu'un et c'est là où tu vois, ça peut marquer. Parce que tu vois, là, on rentre pas dans le détail. Mais les questions comme là, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette entreprise? Ouais. Les fameuses questions. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette entreprise? Mais je trouve cette question un peu aléatoire parce que qu'est-ce qu'on peut apporter à cette entreprise? C'est pas à nous c'est pas à nous d'amener quelque chose. Je veux dire, c'est vrai on participe, mais on n'amène pas. Je veux dire, Oui et non, parce que tu vois, par exemple, dans des toutes petites structures, moi, quand j'ai monté ma boîte, je me rappelle, une personne, elle apportait beaucoup, tu vois ce que je veux dire? je pense que tout le monde peut apporter, hein. Je pense que tout le monde peut apporter. Mais toi, ça dépend maintenant de comment les managers gèrent le truc, le business, quoi. Le business. Ça dépend comment le manager va gérer son équipe, etc. Moi, je pense que tout le monde peut apporter. Quand on cherche un travail, c'est parce qu'on a justement, on peut apporter quelque chose. Moi, je trouve ça bizarre quand on pose la question à quelqu'un qui vient passer un entretien, qu'est-ce que tu peux apporter de plus à cette entreprise? Alors, je sais pas, je suis comme ça dans l'entreprise, je sais pas. Moi, je peux travailler, je travaille, je viens chercher le travail pour bosser, pour montrer mes compétences, pour apporter justement un plus de la collaboration. Je viens apporter ma part de contribution, mais c'est déjà la collaboration, c'est-à-dire que j'apporte, on m'apporte aussi. Mais si je mets ma casquette RH, là, je sors un petit peu du contexte de l'interview et je me dis, bon, là, je suis totalement RH. Bah, quelque part, si je réponds à ta question, c'est normal parce que comme on interviewe plusieurs personnes, le seul moyen de pouvoir, si tu veux, être rassuré par ce qu'elle va apporter, c'est de pouvoir poser des questions. Certes, c'est des questions qui sont bateaux, je suis d'accord avec toi, mais par contre, quand t'en as 100, comment tu peux faire la distinction? Tu vois ce que je veux dire? Je fais un peu l'avocat du diable et la RH. Mais tu penses que cette question, elle peut faire quelque chose? Apporte quelque chose? Apporte quoi? Non, en fait, ça va pas forcément apporter quelque chose dans l'entreprise, mais ça va montrer la distinction entre 2 profils. Tu vois, par exemple, demain, j'interviewe 2 personnes. Et d'ailleurs, même sur les interviews, hein, en fait, des fois, je pose la même question, mais on n'a pas la même réponse. Et des fois, en fait, si tu veux, la façon dont la personne va répondre, c'est soit effectivement, elle est pas cohérente avec ce qu'elle a dit. Donc là, déjà, ça te donne un signal d'alarme. Deuxième point de mesure, tu peux aussi avoir quelqu'un qui va te donner une phrase qui est tellement atypique que ça va t'intriguer. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as des gens, par leur façon de parler, par leur façon d'être, qui se distinguent. Tu viens de préciser quelque chose qui est très important pour les petites entreprises. Oui, quand c'est une petite. Par exemple, moi, je vais travailler pour j'ai travaillé pour Swiss Life, j'ai travaillé pour Malakoff, Humaniste. On me demande qu'est-ce que je vais apporter. Je sais pas, ils ont des employés, ils ont des. Je sais pas, quand on me demande. Je comprends. Voilà. Une petite entreprise qui se structure, qui essaie de se faire connaître, de s'en sortir, de faire un recrutement, etc. Oui, qu'est-ce que tu parles? Je peux comprendre cette question. Mais après, en dehors de ça, ça reste un peu, pour moi, ça n'a pas lieu d'être aussi. Oui, c'est sûr. Après, je comprends ton point de vue, même si tu vois, moi, je le traduis parce qu'après c'est ma déformation professionnelle, hein, mais je le traduis parce que je me dis il y a des services et dans un service, bah, c'est pareil. Peut-être que sur l'échelle de Swiss Life, t'as l'impression de représenter ça, mais dans un service, par exemple, si dans un service, je sais pas moi, service après-vente, je dis une bêtise, en fait, si demain il y a 3 personnes qui sont excellentes, bah, on va le voir aussi au niveau des clients. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelque part, effectivement, ça passe pas par cette réponse-là. Je suis d'accord avec toi. En revanche, on arrive à détecter certains profils par leur réponse. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai dit à mon manager, par exemple, je lui dis, tout dépend, c'est ton équipe, tout dépend de ce que toi, tu apportes aussi. Parce qu'on travaille en collaboration. On est d'accord. C'est ma collaboratrice. On est d'accord. Voilà, c'est ma collaboratrice. Donc, tu me permets de travailler comme il faut, je t'apporte des résultats. Exactement. Voilà. C'est pas, moi, je viens travailler et que, non, c'est un échange. Ça, je suis d'accord. Moi, je dis toujours ça, voilà, c'est l'entreprise qui te donne les moyens d'arriver à des chiffres, voilà. Pas possible. Voilà. Ça, je suis entièrement d'accord que c'est vrai qu'une fois que tu passes le cap de l'entreprise, bah, en fait, c'est une collaboration. Ça, on est totalement d'accord. Mais effectivement, quand tu n'as pas encore passé le cap, bah, c'est un petit peu normal qu'on te questionne de façon bateau, mais
encore une fois, je te rejoins. La contribution, elle est dans les deux sens. Si t'as un chef qui te malmène, à un moment donné, t'iras pas non plus sortir le meilleur de sa personne. Voilà, tu vois. c'est pour ça que je dis que cette question est mal parce que tout le monde peut donner Je suis d'accord. Tout le monde peut apporter, tout le monde peut donner quelque chose. Moi, cette question, si on me pose la question, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette entreprise? La collaboration, ça dépend justement de mon collaborateur qui sera en face. Voilà, vous répondez comme ça, la collaboration. Je viens collaborer dans les bons termes. Oui, et puis, je souhaite que ça se passe très bien. C'est exactement, oui, en fait, toi, dans ta tête, t'es logique, t'es pragmatique, mais la personne en face, elle oublie un petit peu sa logique, quoi. Elle se dit, en fait, nous, on cherche quelqu'un, et elle sait, en fait, c'est là où la tendance est inversée, c'est que sur le marché, il y a beaucoup plus de profils. Donc, eux, ils se disent, c'est à elle de nous apporter quelque chose. Et toi, et je trouve ça totalement juste, d'ailleurs, dans ton positionnement, c'est non, en fait. C'est nous qui allons collaborer, toi et moi, et on va créer de la richesse. Exactement. Tu vois, non, mais je comprends le positionnement. Voilà. Donc, bon, en tout cas, ça, tu as résolu mon mystère, parce que je me suis dit, mais de quoi elle parle et tout. Et puis, ouais, un point aussi que t'évoques, l'accent. Et ça, en fait, ça m'a troublée parce que je pensais pas que c'était aussi dur. Bon, après, en tout cas, à un moment donné, toi, tu arrives à le tourner. Bon, ceux qui liront le livre verront, hein. Mais, je voudrais déjà que tu prennes un peu cette posture, tu repartes un peu à l'ancienne. Comment tu le vivais au départ? Et qu'est-ce que ça a généré chez toi? Comment je vis au départ? On vit pas toujours bien. Ah oui, quand on arrive, où tout le monde parle vite. Il faut savoir qu'au Cameroun, on parle lentement, c'est doucement. Tu prends le temps. Voilà. Comment tu vas? Tu vas bien? Bon, ça va? Voilà. C'est un peu ça, le Cameroun. Donc, moi, j'arrive avec ça, quoi. On m'avait pas prévenu, il y a pas de formation. Il y a pas de formation. Il y a pas de formation, rien. Français TGV. Exactement. Donc, excellent. Non, mais je pense que moi, j'arrive, tout le monde parle vite et tout. Moi, j'arrive avec mon accent. Avec mon accent, et quand on pose des questions, donc, les professeurs, je sais pas si c'était une forme de curiosité, déjà. Je mets toujours, Edwige. Ouais, c'est toi. Non, mais je pense que c'est toi, comme tu te sentais mal, mais du coup, ça a rayonné quelqu'un. Tu sais, c'est comme l'élève qui dit, pas moi, dans sa tête. Et au final, c'est toi qu'on finit par interroger. Moi, c'était la curiosité. Moi, c'est plus, je sais pas, c'était, en fait, comme curiosité que je découvrais aussi. Parce oui, tu m'étonnes. Je voyais tout ce monde-là autour de moi, voilà. Et on me posait aussi des questions à savoir si je dormais avec des animaux. Ah bon? Est-ce qu'au Cameroun, on dort avec les animaux? Donc, c'est raciste, ça. Et ce sont les élèves, en fait. Oui, après, il y a de la curiosité, mais il y a aussi... C'était en quelle classe? C'était chez moi, un 6e. 6e? Bon, à cet âge-là, on va dire c'est de la curiosité. Allez, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de 6e en 3e, plus en 3e maintenant, avec les intrigues. C'est surtout en 3e. En 3e, j'ai pris ça comme... c'est en 3e que tout s'est révélé. Hein. C'est pas... Voilà. C'est en 3e que je me suis dit je vais changer maintenant et donne. Personne ne va plus se moquer de moi, c'est terminé, mon accent. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'évoque pas ce point-là. Moi, je me souviens, j'avais un client, en plus c'est tout récent, je l'avais envoyé à mes sœurs, j'avais un client qui me dit, Printia, vous recrutez, sauf quelqu'un qui a un accent. Et moi-même, j'étais étonnée, je dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, quand non, au début, il m'avait pas dit ça, il m'a dit quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien. Et en fait, moi, je ne fais pas de discrimination et c'est interdit par la loi. Donc, j'envoie le CV, et puis en fait, il finit par l'interviewer. Il me dit non, en fait, on va mettre KO. Au lieu de me dire tout simplement, on va mettre KO. Le mec, il me fait un audio, en plus totalement discriminatoire. Il me dit oui, et un écrit en plus. Il me dit oui, on prendra pas parce qu'en fait, il a un accent trop prononcé. Mais je lui ai écrit, je lui ai dit, mais déjà, j'ai dit mais c'est totalement discriminatoire. Mais non, c'était tout récent. J'ai envoyé à mes sœurs, je crois que ça doit dater de début d'année, là, cette année, pour te dire que moi, c'est vrai que après, bon, dans le milieu scolaire, ça peut être violent aussi, mais je pense que dans le milieu pro, on devrait passer outre, quoi, tu vois, parce que je pense que ça continue encore à partir du moment où, parce que on travaille avec des Indiens, on travaille avec des Roumains, enfin, peu importe, et chacun a son petit accent, en fait. Exactement, et c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas aussi compétents. Bah oui, c'est sûr. Ce sont des personnes très
C'est sûr. Ils travaillent super bien. C'est pas, il faut pas se limiter. C'est sûr. Ouais. D'ailleurs, je m'adresse aux RH qui vont écouter cette vidéo. Je me sens concernée. Faut passer au-delà de l'accent. Exactement, il faut passer au-delà de l'accent. Creuser en profondeur, regarder ce que la personne à l'intérieur. Non, après, j'avoue, là où ça peut être compliqué, c'est souvent qu'il y a des accents, par exemple, qui sont très difficiles. Et je dis ça pourquoi? Parce que il fut un temps, en fait, moi je me suis toujours dit, c'est parce que nous sommes des personnes immigrées qu'on a, en fait, on a l'oreille qui est déjà adaptée. Par contre, il y a des accents, quand tu les entends, c'est quand même très difficile. Et en fait, c'est ce que moi j'ai toujours dit aux candidats, hein, prenez le temps de parler doucement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on nous demande. Moi, je me mets par exemple à la place du candidat aussi, parce que je me dis, en fait, à un moment donné, il faut savoir, comme tu disais, collaborer. C'est vrai que eux, ils ont l'effort à faire. Mais si ton accent est tellement prononcé qu'on comprend rien, c'est aussi à toi de te dire c'est comme quand tu parles anglais. Si t'as un accent qui est pourri, on va pas comprendre. Tu vois ce que tu vois? Donc moi, des fois, ça m'est arrivé de dire à des candidats, et de façon très bienveillante, en leur disant, en fait, est-ce que vous pourrez peut-être baisser le débit de votre voix, parler plus doucement, comme ça on vous entend. Parce qu'en fait, c'est quoi l'objectif? C'est que tu trouves un job. Et en fait, c'est dommage que ton accent puisse te limiter, parce qu'il y aura toujours des cons qui vont regarder ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours des cons qui vont regarder ton. Donc moi, c'est ce que j'ai donné à quelques des candidats. Après, que tu m'écoutes ou que tu m'écoutes pas, voilà. Oui, j'entends bien ce que tu dis, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que il faut prendre ça comme une compétence, quelqu'un qui a un accent. Pourquoi? Parce qu'il parle ta langue. On vient ici, c'est pas notre mot, le français, c'est pas ma langue. On a tous des dialectes en Afrique. Donc, normalement, moi, je suis gérée ça une fois, j'avais passé un entretien, j'avais suggéré ça. On doit mettre ça dans les compétences, hein. C'est une très grande compétence de parler la langue de Trouille. Oui, après, c'est une très grande compétence. Nous, quand on parle anglais, par exemple, le français parle anglais, c'est pas toujours, il a un accent. Ah, bah oui, mais c'est pour ça que je te dis. Et là, ça passe bien. Mais quand l'Africain vient parler l'accent, il y a toujours, oui, mais bon, etc. Mais pourquoi on doit faire des efforts? Déjà, on sait déjà écrire. Peut-être mieux que ces personnes-là. Oui, que certaines personnes. Voilà, et que bon, c'est juste l'accent. Ouais. Ça veut dire que c'est une compétence. Ça veut dire que cette personne parle déjà ton accent, pas déjà ta langue. Ouais. Cette personne fait un effort. Donc c'est une très grande compétence qu'on néglige. Mais je suis d'accord avec toi, sur le principe, je suis d'accord. Par contre, là où, par exemple, je te donne un exemple d'un candidat que j'ai eu, qui était indien. Et tu vois, lui, il parle très bien en anglais, mais en français, en fait, si tu veux, le débit est trop rapide. Donc, même toi-même, t'es obligé de lui dire, pardon, tu vois ce que je veux dire? Il y a des cas où c'est compliqué, et je dis pas que des accents africains, il y a des cas où, en fait, même pour soi-même, si tu veux avoir un échange qui est fluide, c'est aussi à toi de te dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce qu'en fait, si plusieurs personnes, c'est là où aussi moi je me dis, parce que ça c'est vraiment mon point de vue, ça c'est les retours que j'ai eus. En fait, quand t'as plusieurs personnes qui te disent, bon, on te comprend pas, c'est aussi à toi de faire un petit effort, parce qu'en fait, mais sinon tu vas faire un effort de parler le français. Oui, mais parler est un fait. Mais est-ce que tu vas rester comme ça sans travail? Mais non, mais si c'est ça qui détermine, si c'est ton accent qui détermine le travail, il faut qu'on regarde encore, Mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui. Parce que là, non, j'entends bien pour cet Indien-là, je comprends ce que tu veux dire, etc. Mais dans ce cas, c'est peut-être aussi aux entreprises de s'adapter aussi. Mais je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail, par exemple, ne va pas s'adapter à toi parce qu'il y a plusieurs candidats. Je suis d'accord avec toi sur le propos. C'est pas s'adapter à la personne. Aux autres personnes, c'est pas tout le monde qui viendra parler. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui viendront parler avec l'accent. Donc peut-être mettre un plan de formation dans l'entreprise quand tu viens d'arriver, ou souvent on te donne 2 heures pour apprendre à parler comme eux. Voilà. Oui, mais quelque part, ce que tu dis, ça revient au même. Si on te donne un plan de formation pour apprendre à parler correctement, tu peux le faire toi-même. C'est aussi un effort que tu fais. Tu vois, en fait, je suis d'accord avec toi parce que moi, je trouve ça vraiment. Moi, je trouve pas ça logique de renvoyer quelqu'un pour son accent. Mais je suis d'accord avec toi. Quand il y a plusieurs fois des questionnements, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu dis parce que je ne comprends pas. Oui, là, ça peut déranger. C'est dans ce sens-là que je disais. Voilà, mais je pense que il faut revoir tout ça. Moi, ce n'est pas
ce n'est pas, comment je veux dire, c'est pas un échec. Ah, mais c'est pas ce que je dis. C'est Ah, non, pas non, du non. tout, Moi, c'est ce pas que du je dis, tout un c'est parce échec. que, bien au contraire. Ça veut dire que, en fait, c'est comme quand tu vas je sais pas moi, aux États-Unis, à un moment donné, si tu parles avec un accent très, très, très français, ils vont peut-être pas te comprendre sur tous les mots. Et en fait, je pense que même pour sa propre dextérité, pour sa fluidité, il y a aussi matière à se dire, OK, peut-être que je vais travailler certains mots parce qu'on ne me comprend pas. Mais ça veut pas dire que c'est ni un échec, bien au contraire. Parce qu'en fait, moi, là où je me dis, c'est comme, tu sais, c'est comme, certaines personnes qui vont se dire oui, c'est à l'entreprise, par exemple l'habillement. Tu vois, moi beaucoup de gens, ça fait 15 ans que je suis RH et il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais l'habillement ne fait pas tout. Oui, mais par contre, quand tu postules à un poste de responsable, à un moment donné, tu vas pas venir en leggings serrés ou machin comme ça. Même si tu veux prétendre. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens oui, mais l'entreprise devait s'adapter. Oui, je suis d'accord. Par contre, il y a des entreprises qui vont passer outre. Mais il y a des entreprises qui ne vont pas s'adapter parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs personnes sur le marché. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, tu vois, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Si demain je devais recruter quelqu'un avec un accent, ça me gêne pas. On est tous passés par là, enfin, dans nos familles, qui n'a pas d'accent? Même les Marseillais, enfin, tu vois, même nous, les Parisiens, on a des accents aussi. C'est pas ça le propos. C'est juste de se dire que quand on te fait plusieurs fois la remarque en réunion, même pour toi-même, c'est difficile après de prendre la parole parce que ça peut te créer un traumatisme. Tu vois, là où toi, tu t'en es sorti avec une brio résilience, mais imagine la personne qui a une faible estime d'elle-même, qui tout le temps en réunion se fait casser. Je t'assure elle va plus avoir la même confiance. Je t'assure. En tout cas, il faut bien connaître les codes de France, en fait, les codes de la France hein, pour subir un emploi, voilà, pour s'intégrer, parce que c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué, je dirais. Mais bon. Oui, après, de toute manière, est-ce qu'on a le choix? Des fois, on est obligé. Si t'as des factures à payer, si t'as des choses à payer, bon, tu postules à ce que on te donne. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si t'as pas besoin de te travestir, c'est très bien. Ah non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je dis, si la personne n'a pas besoin de se travestir, elle parle bien, c'est ok. Moi, j'ai encore une fois, c'est pas l'accent le problème, c'est surtout à quel niveau on me comprend. Tu vois, c'est comme par exemple ceux qui vont parler, tu vois, qui vont mal parler. Tu vois, à un moment donné, c'est qu'à quel niveau on te comprend. Si tu as envie de faire des efforts, si tu veux demain te présenter en réunion, tu vois, il y a aussi des moments de se dire, ok, c'est pas grave, je vais investir sur moi. Au lieu que ce soit l'entreprise qui me forme, je vais prendre des cours peut-être pour poser mon temps. L'accent, c'est notre richesse. On va pas la changer. Bien au contraire. Et ouais, j'avais aussi un autre point, moi, qui me revient, un petit peu plus douloureux. Oui, donc tu parles à un moment donné du décès de ta mère. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en profondeur? Qu'est-ce que ça a secoué chez toi? Est-ce que ça t'a chamboulé? Est-ce que ça t'a donné de la force? Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Comme beaucoup de gens, hein, je pense qu'on va tous passer par là, mais ça va être compliqué. Mais je ne souhaite à personne. Ah ouais. Comme tu dis, oui, très doux. J'ai passé un moment qui n'est pas que je ne souhaite à personne. Hein. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté le décès de ma mère? Je dirais une force incroyable. Pour être honnête avec vous, j'ai eu le temps de lui dire au revoir. Elle m'a demandé, en fait, on a parlé longuement. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai donné l'autorisation pour arrêter les traitements parce qu'elle m'a dit je souffre. Franchement, donne. Et moi, puisque c'était avec ma mère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ma mère, c'était comme mon mentor en fait. Elle m'encourageait quand j'avais des baisses de morale aussi. Elle me disait mais c'est rien ça. Donc et quand elle m'a demandé ce qu'elle souhaitait. J'ai pris ça comme une trahison au début. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, mais non, tu vas pas quand même me demander parce qu'il faut savoir que je suis sa seule fille. Donc, elle me dit, je t'ai fait venir parce que je veux que tu donnes ton autorisation pour qu'on puisse arrêter le traitement parce que je souffre et puis bon, voilà. Et déjà, rien que ça, là, si vous n'avez pas une force. Ouais, ah oui. Au moment où tu parles, là, moi, je me suis déjà projetée, ouais. Voilà. Donc, et il faut savoir qu'elle n'était pas vieille, hein. Elle est morte à 55 ans. Bon. Ah ouais. Donc, elle m'a dit, et j'ai regardé, donc je suis portée tout ça sans couler une larme. Mais je parlais avec elle. J'ai dit, c'est vraiment ce que tu souhaites. Enfin, elle n'était pas encore, voilà. Donc, du coup, ça m'a apporté cette force-là, le fait de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle parte.
Vous savez, laisser partir quelqu'un qu'on aime, C'est dur. c'est dur. Très, très, très dur. Donc, je l'ai accompagnée, toute seule, quand c'est la famille, ici en Europe, hein, on vous assiste pas. Moi, j'ai pas été vraiment, sauf par quelques personnes, de quelques membres de la famille, mais le reste, j'ai fait ça toute seule en fait. Que ce soit du début, quand j'ai demandé qu'on arrête les traitements et à l'enterrement, j'étais toute seule. Oh là là. Donc j'ai pas été assistée, donc je suis sortie de là très très forte, très très forte. Je me suis dit si j'ai pu traverser ça, ouais, je peux tout traverser. Voilà. Ouais, mais écoute, c'est vrai que c'est jamais facile de traverser ça. Mais moi, je pose toujours la question parce que c'est vrai que si on peut avoir des tips, c'est vrai que comme tu disais, nos mamans, après peut-être pas pour tout le monde, mais nos mamans des fois elles représentent beaucoup, énormément. Même après que tu sois grande, c'est quand t'as un coup de mou. Quand tu vas chez elle te donne toujours un truc, malgré que t'as passé la vingtaine, la 25. Et c'est vrai que c'est et le jour où, des fois, pour certains, où la maman, elle part, c'est tout ton monde qui s'écroule. Exactement. Ouais, c'est tout ton monde qui s'écroule. Et c'est vrai que voir comme ça des femmes comme toi, inspirantes, qui se sont relevées aussi de cette épreuve, ça donne aussi le courage à celles qui vont traverser ça. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont perdu leur maman, c'est comme s'ils ont perdu toute leur vie. Hein. Et je comprends, je me moque pas. Mais en même temps, il y a des Edwige qui ont réussi à traverser. Non, mais c'est vrai, ça donne un exemple, ça donne aussi, comme tu disais, des fois, tu sais, on n'a personne. Mais tu regardes une vidéo, tu te dis, elle me ressemble, elle a vécu ça. Tu vois? Je peux aussi le faire. Exactement. Comme je disais, hein, on a toujours cette capacité de se réinventer. Ouais, exactement. Et c'était quoi ta cible au départ de ce livre-là, une fois que tu l'as écrit, que tu t'es dit je vais maintenant le mettre sur les réseaux et sur Amazon, est-ce que tu t'es dit je veux toucher un public en particulier? J'ai dit les gens qui vont lire mon livre vont se reconnaître à travers mon histoire. À travers ton histoire. Mais tu t'es pas dit c'est pour les femmes ou c'est pour les machins? Non, pas du tout. Ouvert. La personne qui lira ce livre-là se reconnaîtra dedans. Se reconnaîtra dedans. Et c'est ça le but. Si vous arrivez à vous reconnaître sur ce que j'ai écrit déjà dans ce livre, ce que j'aurais gagné en fait. Exactement. J'aurais atteint mon but. C'est ça. 1, 2, 3 personnes, 10, 20, 30, c'est déjà un travail de fait, ouais. Bien sûr. Et on va commencer à chuter petit à petit. Est-ce que tu as des projets, des ateliers, des événements sur lesquels soit ma communauté, soit ta communauté ou des gens qui vont découvrir la vidéo peuvent te rejoindre sur ce milieu d'année là qu'on enchaîne? Pour l'instant, je travaille sur un projet, d'ouverture d'une société qui est encore un projet, hein, donc c'est pas encore totalement bien finolé. Et le reste, je garde ça pour moi, c'est une surprise. Ok, bon, on a compris. Est-ce que tu as des ateliers, des événements sur lesquels on pourrait te retrouver, peut-être comment tu dis ça là, des dédicaces sur lesquelles on peut te retrouver? Je suis en train d'y penser parce que, comme je disais tantôt, quand j'ai écrit mon livre, c'était pas pour commercialiser. Il faut y penser maintenant. Tu es une écrivaine. Il faut que tu te mettes dans la vision. C'est ça. Du coup, ça me surprend moi-même. Donc. Il faut. Tu sais, comme dit ma mère, le train il va vite. Hein. Sinon tu restes sur le quai. C'est vrai. Sinon tu restes sur le quai. Exactement. Donc je vais y penser. Je vais compléter avec ton même. Écoute, on va y parler, effectivement, on va y penser, ouais. Je souhaite fortement. Écoute, en tout cas, avec plaisir. Moi, j'ai toujours des événements qui arrivent, au petit comité intimiste. Il y a aussi, comment dire ça, d'autres projets qu'on avait parlé de restructurer ta boîte et tout ça. Donc, oui. Mais en tout cas, on est ensemble, comme disent nos amis les Ivoiriens. On est ensemble. Écoute, j'ai mes 2 dernières questions signature. C'est vraiment ton moment à toi. La première, comme j'ai toujours le podcast, il s'appelle le papillon. Pourquoi je l'ai appelé le papillon? Parce qu'en fait, le papillon, c'est toute une phase de transformation, d'évolution. Et ma question, c'est quel événement qu'a fait de toi cette Edwige?
cette femme forte, le seul événement, que ce soit en bien ou en mal, il n'y a pas de jugement. Ça, je veux pas dire. Il y a un truc, mais... T'es ouverte. Si tu dis celui que t'as envie de dire. C'est, je dirais, mon divorce. Avec le papa de mes enfants. Ça a été un événement douloureux. Ouais, j'imagine. Une étape très difficile à passer parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'était conflit sur conflit. Et c'était, je me demandais d'où me venait même cette force parce que non mais c'était difficile, très 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 difficile. Donc je dirais le divorce avec le papa de mes enfants. Ouais, bah c'est jamais facile. Hein. Et du coup, suite à cet événement-là, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour le divorce? Pas pour toi, pour cette nouvelle Edwige aujourd'hui que non, tu j'ai es. eu encore envie pour mes enfants, de me battre, de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Vous voyez, on dirait pas que j'ai 45 ans, mais on dirait pas. Mais voilà, justement, je referme la parenthèse. Donc, ça m'a donné la force encore une double force de pouvoir être toi, être cette femme, célébrer cette femme. Exactement, célébrer cette femme que je suis aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai pensé toutes mes blessures et je suis une femme, je peux dire, accomplie. Et c'est surtout pour mes enfants aussi que je me bats. Écoute, en tout cas, sur ces très belles paroles, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des choses à faire passer, si tu as un message à faire passer, moi en tout cas, je te dis déjà merci pour ce moment qui a été fort agréable et je te laisse le mot de la fin. Je te remercie déjà, toi, de m'avoir permis. Si, c'est toi, hein. C'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Tu as su, comme tu disais au départ, tu sais détecter les talents. Des talents, exactement. Alors j'ai reçu un mail comme ça dans ma boîte, dans ma boîte, une invitation, etc. Donc j'étais très agréablement surprise. Et puis je te dis sincèrement merci et continue. Je sais pas si c'est un combat, mais continue ce que tu as commencé et tu as des belles choses qui t'entendent. Faut pas me faire pleurer, hein. J'ai pleuré à tous les épisodes pour me pleurer. Si, tu es très brillante. J'ai vu ça parce qu'on n'a pas besoin de causer, on n'a pas besoin de discuter avec quelqu'un plusieurs jours ou des heures et des heures, hein. Donc, tu es talentueuse et vraiment, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Et puis, à vous, qu'est-ce que je dirais pour le mot de la fin? Réinventez-vous. Amen. Malgré tout ce que vous traversez aujourd'hui, réinventez-vous. Ayez la foi. Sans foi, on ne peut pas arriver, on peut pas mener à bien quelque chose, en fait. Et si tu devais donner 3 clés pour se réinventer, qu'est-ce que tu pourrais donner? La force, la dignité, l'amour. Écoute, merci pour ces belles paroles. J'espère que vraiment, en tout cas, ton message va toucher quelqu'un et que, voilà, comme je dis toujours, j'ai tendance à dire que même si ça touche une personne, sincèrement, je préfère. Si ça touche 1000 personnes, tant mieux, 2000, tant mieux. Mais que chaque auteur que je fais passer, c'est parce que j'ai sélectionné, parce que maintenant j'ai le choix de sélectionner aussi, parce que je sens qu'il y a un message et petit clin d'œil aussi aux femmes, parce que j'ai toujours une admiration. Moi, j'adore admirer les gens. Si je t'admire pas, je te reçois pas. Oui, parce que tu vois, c'est aussi une forme de challenge. Bien sûr. Bah oui. En fait, tu te challenges toi-même. Tu te dis bon, faut que je sois à la hauteur. Bon, des fois, on n'a pas tout le matériel, on n'a pas tout, mais comme je dis, en fait, comme tu dis aussi, il y a quelqu'un au-dessus qui est plus grand que nous qui organise tout ça. C'est pas nous. Hein. Ça, ce n'est que nous la finalité, mais prendre son téléphone, se dire ok, qu'il y ait pas d'imprévu, que ça roule bien, que ça, tout ça, on n'y pense jamais. Exactement. Mais c'est couvert sous le très haut. Ouais. Amen. En tout cas, merci. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil aussi à sa fille qui est derrière l'écran, qui nous a soutenus. Voilà, on la connaît pas, mais Maureen. Voilà, Maureen. En tout cas, merci Maureen pour ton soutien. Merci Maureen de nous avoir accompagnés.